suis Océane Barberousse, hypnothérapeute et doula. Je vous accompagne aussi bien sur votre chemin vers votre mieux-être que sur celui parfois sinueux de la parentalité et parfois même les deux en même temps. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un petit peu hors série pour l'été. Vous me l'avez demandé, alors le voici, un épisode dédié au sujet du syndrome de l'imposteur. Alors c'est un sujet qui est vraiment très régulier en ce moment, enfin depuis quelques mois en consultation au cabinet. Il touche énormément de monde à des périodes différentes de la vie. J'avais envie de commencer par définir un petit peu ce que c'est. C'est quoi concrètement le syndrome de l'imposteur ? Alors le syndrome de l'imposteur, il a été introduit en 1978 par les psychologues américaines Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Et c'est un phénomène psychologique où une personne, malgré les preuves tangibles de son succès et de ses compétences, se sent constamment comme une fraude, comme quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, c'est même plutôt des personnes qui sont très compétentes, qui sont concernées par ce phénomène-là, par ce ressenti, par ce vécu-là. Et la conséquence directe, c'est que c'est des personnes qui ressentent souvent beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, qui ont une peur constante en fait d'être démasquées. Et les conséquences directes, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont stressées, qui sont anxieuses, qui ont une peur constante d'être découvertes, d'être dévoilées, démasquées, et qui ont souvent du mal à se lancer dans des projets. Les différents symptômes qu'on peut voir chez quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a souvent le doute de sa propre personne, de ses propres compétences, comme je le disais, de sa capacité à entreprendre des choses, alors pas forcément au sens entrepreneuriat, se lancer en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que salarié, de participer à des projets, d'être un peu leader aussi sur un projet, mais aussi dans sa propre vie. Quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur peut avoir du mal à rencontrer quelqu'un ou à se lancer en fait pour pouvoir rencontrer quelqu'un, au sein même d'une relation amoureuse ou même amicale, peut se sentir pas à sa place, peut se sentir comme si il n'était pas ou elle n'était pas en mesure de rendre l'autre heureux ou heureuse. Ça peut en faire partie. Il y a la peur de l'échec qu'on retrouve souvent. C'est vraiment symptomatique ça chez les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. C'est bah voilà, j'aimerais me lancer dans quelque chose, mais finalement je le fais pas parce que j'ai trop peur de ne pas y arriver. J'ai trop peur de ne pas réussir et j'ai peur du regard des autres lié à ce potentiel, à cet hypothétique échec qui n'est pas encore là. Et évidemment, c'est une peur qui peut paralyser, qui peut entraîner encore une fois de l'anxiété, du stress, des ruminations. C'est aussi souvent des personnes qui sont très perfectionnistes, qui ont tellement besoin de sécurité, de maîtrise en fait de ce qu'elles sont en train de faire ou de leur propre vie, que finalement elles vont avoir un niveau d'exigence et de perfection qui va être parfois bien au-delà de ce qu'on peut attendre finalement de ces personnes-là. Je vous donne un exemple, si c'est dans le cadre professionnel, il y a des personnes qui sont tellement perfectionnistes qui, pour quelque chose qui n'est pas censé prendre trop de temps en termes de tâches, qu'un manager peut demander, vont y passer un temps fou pour être sûr que tout est ceinture bretelle, que tout est à la virgule près, que tout est parfait. Mais souvent, c'est des personnes à qui on va reprocher d'en faire trop, d'être justement, pour des choses qui n'ont pas forcément une importance capitale, d'être très dans la perfection. Et c'est des personnes aussi qui ont du mal à abaisser leur niveau d'exigence et qui vont pas forcément se sentir satisfaites si elles n'ont pas atteint le niveau qu'elles-mêmes s'étaient fixé. Je vous donne un autre exemple, parce que pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie professionnelle, surtout. Ce syndrome de l'imposteur, parfois,
ça m'arrivait effectivement d'être très 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 perfectionniste et mon boss me disait mais en fait c'est pas ça que j'attendais. C'est pas ça que j'attendais. Si je prends l'exemple d'un compte-rendu de réunion par exemple, eh bien je pouvais mettre un petit peu plus de temps que mes autres collègues parce que je voulais que ce soit très bien organisé, que ce soit comme ci, comme ça, que ce soit voilà, sauf que du coup ben c'était pas vraiment ce qui était attendu. Donc ce qui est terrible là-dedans, c'est que on s'auto-alimente quelque part avec avec ce souhait de perfection. Parce que du coup, si en plus on nous reproche d'en faire trop ou d'être un peu lent à la tâche parce qu'on veut vraiment que tout soit parfait, et bien en fait, ça alimente notre syndrome de l'imposteur de se dire ah bah voilà, en fait je suis vraiment pas à la hauteur, je suis pas aux attentes. Et en fait, ça alimente la problématique. Donc c'est important d'identifier si vous êtes chef d'entreprise ou si vous êtes manager ou si vous accompagnez des personnes, si vous êtes face à ce type de profil-là, de gens qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur, d'être vraiment à l'écoute, à leur écoute et de faire attention à ne pas alimenter justement ce syndrome-là qui souffre finalement quand on va faire un reproche d'en faire trop. Je mets des guillemets parce qu'évidemment il y a un équilibre à trouver. S'il y a une personne qui est vraiment pas aux attentes, eh bien il faut savoir aussi lui dire et lui faire ce retour, mais attention simplement à la manière dont vous le faites pour que ça vienne pas, enfin pour que ce soit pas contre-productif finalement. Ensuite, bien souvent, c'est quand on souffre de ça, on a tendance à se dire que quand il y a des réussites, quand il y a des succès, que ça n'a rien à voir avec nous, soit que c'est de la chance, soit que c'est un timing qui était le meilleur, soit qu'on a eu l'aide d'une autre personne et où du coup on va lui attribuer tout le mérite, mais on a du mal à valoriser tous les efforts, toute notre contribution finalement à cette réussite-là. Il y a évidemment une difficulté à accepter les compliments, on minimise toujours, on a tendance parfois à écarter les éloges qu'on peut avoir parce qu'on est vraiment... On peut être mal à l'aise en fait, ou en minimisant encore une fois, en disant que bah, c'est pas si compliqué que ça ce qu'on a fait, que n'importe qui pourrait le faire. C'est des choses que j'ai beaucoup dit et je me souviens d'une fois où je disais ça, j'avais ce discours-là sur le travail que je pouvais faire en disant n'importe qui pourrait le faire. Et je parlais de ça avec un ami à moi qui était dans le même domaine que moi et qui me disait mais en fait ça c'est ta croyance. Tu penses parce que c'est accessible pour toi, tu penses que tout le monde pourrait le faire. Mais si on te le demande à toi, c'est qu'il y a une raison. Parce que tu es capable de le faire, mais probablement qu'un autre collègue ou le voisin ou en tout cas, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas capable de faire tout ce qu'on fait. Et c'est important de le souligner parce que sans avoir même le syndrome de l'imposteur, on a toujours un petit peu tendance à se dévaloriser, on a toujours peur de paraître pour quelqu'un de prétentieux. Mais c'est important de reconnaître la valeur de ce que vous faites et vos qualités vraiment sont importantes et apportent quelque chose de différent que votre collègue ou que votre voisin. On a tendance aussi à aller très vite dans le surmenage, à travailler de manière excessive pour compenser justement les sentiments de désalignement qu'on peut ressentir, pour justement essayer de se dire ok, si je travaille plus, si je donne plus d'énergie, si j'en fais plus finalement, ça va peut-être compenser mon incompétence. Le problème de ça, je pense que vous me voyez venir, c'est qu'on va torpiller notre santé physique et notre santé surtout mentale parce que le surmenage, ni le corps ni la tête ne le tolèrent très très bien, en tout cas pas sur la durée. Je prends souvent l'exemple des marathoniens qui s'entraînent pendant plusieurs mois pour pouvoir tenir la distance pendant leur marathon. Mais leur marathon, à un moment donné, il a une fin, en fait. Et parfois, quand on est dans ce cercle vicieux-là, on se dit qu'on va tenir la distance, et la longueur surtout, mais c'est pas vrai, on va s'épuiser et on va tout droit vers un épuisement
un épuisement au global, hein. Évidemment, si c'est plutôt dans le cadre professionnel, on va vers un burn-out. Si c'est aussi dans le cadre personnel, on va vers un épuisement tout court. Et finalement, ça va pas nous servir. Et en plus, on le sait, mais je le redis ici, mais quand on est fatigué, quand on est épuisé, on a du mal à prendre du recul sur les choses. Et on a tendance à surinterpréter aussi et à surréagir à certaines réactions. Ce qui est évidemment pas bon quand on est dans dans ce type de fonctionnement. On a tendance à s'auto-saboter aussi, même s'il y a des nouvelles opportunités ou des nouveaux défis qui vont se présenter à soi. Et bah, c'est des profils qui ont tendance à faire en sorte, plus ou moins consciemment, de les rater. De rater ces opportunités-là, de ne pas prendre les perches qu'on leur tend, alors que les personnes en face sont évidemment convaincues qu'elles sont capables de les relever, ces défis-là. Sinon, évidemment qu'elles ne le proposeraient pas. Mais ce sont des choses qui sont souvent un petit peu dans l'évitement finalement, parce que toujours dans cette peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur, on va venir limiter son propre potentiel de croissance et de succès. Ce qui va amener à des situations aussi d'alimentation, hein, comme je le disais, on alimente toujours le problème parce que finalement on est déçu de ne pas l'avoir cette opportunité-là, et si quelqu'un d'autre sera forcément là pour la saisir, mais ce sera pas nous. Et de voir qu'une autre personne prend le sujet ou prend l'opportunité, et c'est ce qu'on lui souhaite, la réussit, et ben il y a toujours une partie de soi qui va se dire, bah tu vois, si tu l'avais fait, si tu avais pris l'opportunité, peut-être que... Et ça devient un cercle vicieux finalement. On a quelque chose à faire, on a quelque chose à réaliser, on est dans le doute, l'anxiété, le stress, la rumination permanente. Du coup, on va tout surpréparer, on va y investir un temps fou, ou au contraire, peut-être qu'on va même procrastiner parce que c'est difficile de se mettre à la tâche. Il va y avoir une réussite, mais on l'attribue pas à soi-même, on l'attribue pas à son travail. Donc, par effet boule de neige, il va y avoir du dénigrement envers soi finalement. On alimente ce sentiment de pas être à la bonne place, d'être la mauvaise personne, d'être d'un mauvais casting. Et ça se reproduit, ça se reproduit, ça se reproduit. C'est un cercle vicieux. Les conséquences, elles sont multiples. Je parlais du stress, de l'anxiété, du doute de soi, du non-amour de soi même, je dirais. Mais du coup, sur la vie professionnelle, évidemment qu'il y a un impact, parce qu'on va pas se lancer dans les projets, ou alors on va mettre beaucoup plus de temps, on va avoir du mal à se valoriser, au contraire, on va se dévaloriser, et du coup, ça va créer des situations où il se peut aussi qu'on se mette en retrait par rapport à nos collègues, par rapport à nos dirigeants aussi, pour justement, je me mets pas trop en avant, je me fais pas trop remarquer, donc ça se verra pas trop en fait que je suis en train de duper tout le monde. Mais du coup, on se freine. On freine notre évolution en fait de cette manière-là, et on freine notre épanouissement par extension. Dans la vie perso, c'est la même chose. J'en parlais avec les histoires de couple, mais même au sein d'un groupe d'amis, on peut avoir tendance à se dévaloriser, à se mettre en retrait et à avoir du mal, si on a la chance d'être dans un groupe qui est plutôt à pousser les personnes vers le haut, on va avoir tendance à toujours amoindrir tout ce qu'on peut faire et à pas reconnaître notre propre valeur. Donc on repart dans le schéma de la dévalorisation. Ça va impacter la vie sociale en général. Y a des choses... je vais avoir peur peut-être de prendre l'avion toute seule. Je vais peut-être avoir peur de voyager, d'aller au restaurant, de me montrer. Je vais peut-être avoir peur de danser. Je vais peut-être avoir peur de me mettre en avant. On a tous eu cet exemple-là à une fête de famille, un mariage, un anniversaire, où à un moment donné, le DJ invite tout le monde sur la piste de danse, et où il y a toujours des personnes qui restent sur le côté. Et même si on les encourage à venir, se disent non, non, moi j'aime pas danser, non, non. Alors il y a des personnes qui aiment vraiment pas danser, mais il y a aussi des personnes qui n'osent pas,
qui n'osent pas parce que peur de se ridiculiser, peur de pas savoir faire, peur du regard de l'autre toujours. Et tout ça, ce mauvais cocktail a évidemment un impact sur la santé mentale, sur l'amour de soi et sur ses croyances aussi finalement, parce que entre ce que je crois, d'avoir un savoir, d'avoir une connaissance, d'avoir des compétences, des qualités qui sont toutes petites, alors parce qu'on se compare aux autres, hein, qui eux sont forcément mieux que nous, et ben en fait on s'éloigne totalement de la réalité où finalement on a tous des compétences, on a tous des choses à apporter. Et en fait, c'est l'émulsion hein, finalement de parfois ce travail d'équipe ou de ces relations sociales qu'on peut avoir qui font aussi que les plus beaux projets, que les plus belles histoires naissent. Et ça, c'est quelque chose qui est important en fait de comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur, ça a tendance à vous faire croire que vous êtes tout petit par rapport aux autres, alors que vous êtes au même niveau que les autres. Peut-être que vous n'avez pas toutes les qualités, toutes les compétences qui sont nécessaires à réaliser quelque chose, mais vous avez du monde autour de vous pour justement créer cette émulsion. Et s'isoler n'est pas la bonne solution. Ce qu'on a tendance à faire quand on souffre de ce syndrome-là, on a tendance à se replier sur soi-même. Après, il y a peut-être aussi un bénéfice secondaire à pas bouger, à rester dans une situation où, par exemple, peut-être que j'ai un bénéfice secondaire à rester au poste auquel je suis, à pas avoir de promotion, à pas évoluer, parce que inconsciemment, je sais que si j'évolue, peut-être que ça va me demander plus de responsabilités, donc plus de temps, plus d'investissement, et je suis pas prêt. Peut-être que je suis simplement pas prêt ou prête à aller vers ce type d'évolution-là. Donc, parfois, il y a quelque chose de confortable à rester à l'emplacement où on est, mais il faut le faire pour les bonnes raisons, je crois. Parfois, c'est juste parce que c'est pas notre timing, parce que c'est pas notre énergie, parce que c'est pas notre moment, tout simplement, et c'est complètement ok et juste de rester là où on est. Mais attention à ce que ce ne soit pas la fausse excuse alors que vous avez un potentiel de dingue et alors que vous aimeriez essayer d'évoluer justement, d'aller sur des terrains différents. Alors, comment on s'extrait finalement de ce... Comment on s'extrait de ce schéma-là, qui est quand même pas hyper positif, mais dont beaucoup de gens souffrent. Après, là, je fais un petit peu des généralités hein, du tableau du syndrome de l'imposteur. Maintenant, évidemment que chacun en souffre, entre guillemets, à son niveau. Je le disais tout à l'heure, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté par le passé, mais parfois, ça m'arrive encore. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup évolué sur un tas de choses parce que je suis allée le chercher, ce syndrome de l'imposteur. Je suis allée le questionner pour savoir un petit peu quel était son sens, parce que finalement, si on le ressent, il y a peut-être quelque chose derrière à creuser. Mais parfois, même si aujourd'hui j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes projets, j'ai confiance en ce que j'entreprends, et je suis convaincue de la valeur que j'apporte, maintenant ça lui arrive quand même de revenir sournoisement. Parfois, quand je suis sur un lancement de projet, quand je veux faire, je veux sortir un nouvel accompagnement, une nouvelle offre, chez moi ça marche pas mal avec la nouveauté. Eh bien j'ai toujours ce doute de me dire, alors que j'ai tendance à baliser beaucoup, il y a toujours un moment, alors que tous les feux sont au vert et que j'ai les compétences pour faire tout ça, je suis à ma place, il y a toujours cette petite voix qui peut venir parfois me chahuter et me dire non mais est-ce que t'es vraiment capable? Est-ce que t'as vraiment les épaules? Alors avant j'avais tendance à être un petit peu à m'en vouloir un petit peu peut-être de ressentir ça, alors que bah, moi aussi tout autour de moi, les gens, les faits me montraient le contraire.
m'en voulais quand même de ressentir ça. Aujourd'hui, j'ai tendance à l'écouter, ce petit syndrome de l'imposteur, même s'il est beaucoup plus faible, on va dire, beaucoup plus doux qu'avant, parce qu'il me pousse à me questionner. Aujourd'hui, j'en fais plutôt une force. C'est ce petit doute-là, cette remise en question régulière, se poser des questions finalement sur pourquoi je fais les choses, comment je veux les faire, est-ce que je pars dans la bonne direction, ça me pousse à questionner tout ça, à questionner aussi les personnes qui sont concernées par ce que je veux entreprendre. Et finalement, j'en fais quelque chose de positif. Donc, je vais pas le remercier, mais je sais en fait aujourd'hui, c'est que je sais que quand il apparaît, c'est qu'il y a forcément quelque chose de plus beau derrière qui va ressortir. Donc, elles sont pas faciles à accepter, hein, ces phases de down un petit peu, mais elles ont leur utilité. Alors, comment on s'extrait quand même de ça pour justement que ça vienne pas trop impacter notre vie et notre épanouissement? Déjà, le premier point, c'est de le reconnaître et de le prendre au sérieux. C'est déjà une énorme étape. On a tendance aujourd'hui à prendre ça à la rigolade, ah, mon petit syndrome de l'imposteur, ou à le prendre pour un phénomène de mode, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais non, c'est quelque chose qui est réel, qui est documenté, qui a été étudié. Ça peut être un vrai fardeau en fonction de la manière dont il impacte notre vie. Si c'est, comme moi je vous le décrivais un petit peu tout à l'heure, si c'est quelque chose dont vous vous servez pour rebondir ou pour grandir encore plus, enfin, qui vient vous questionner mais qui vient pas vous freiner, j'ai envie de dire que vous dealez avec. Vous arrivez à dealer avec et à négocier avec et à en faire quelque chose de positif. Maintenant, si ça vous bloque complètement dans votre capacité à vous lancer dans des nouveaux projets, dans des nouveaux défis, là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser, à aller questionner et de peut-être pas le faire tout seul. Mais le premier point, c'est quand même de le reconnaître et de se dire, ok, là, ça commence, là, je suis paralysée par mes peurs, je suis paralysée par mes doutes, et il faut que je fasse quelque chose. Déjà, c'est un pas qui est énorme, et de le reconnaître, c'est déjà très courageux. Ensuite, ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment à regarder dans votre rétroviseur de voiture, ou de moto, ou de vélo, enfin, peu importe, mais en gros, à regarder un petit peu derrière vous, pour prendre conscience de tout ce que vous accomplissez, de tout ce que vous avez accompli depuis peut-être des années même. Et ces choses-là, elles vont potentiellement vous faire prendre confiance en vous, parce qu'on a tendance à voir les défis qui se présentent à nous comme des montagnes insurmontables, parce qu'on les observe de trop près. Alors que lorsqu'on fait un pas de côté, on se rend compte que ce qui était une montagne pour nous il y a quelques années, il y a quelques mois, ça n'était pas tant que ça, et c'est surtout qu'on a réussi à la gravir, cette montagne. On a réussi à atteindre son sommet. Ça ne veut pas dire que c'était finalement facile ou qu'on a exagéré, hein. Attention à pas amoindrir tout ce que vous avez accompli, encore une fois. Mais ça veut dire que vous êtes capable. Que vous êtes capable de le faire, que vous êtes capable de gravir des montagnes, parfois qui sont difficiles, et que vous en êtes capable. J'insiste là-dessus. Vous êtes capable. Alors pourquoi on n'aurait pas toutes les compétences, les qualités pour aborder les défis qui vont arriver après? C'est une vraie question à vous poser. Et si finalement on se plante, c'est ok de faire des erreurs déjà parce que vous êtes des êtres humains. Et ça remet pas en question qui vous êtes, ni votre légitimité à faire ce que vous êtes en train de faire. Et heureusement qu'on a le droit à l'erreur et de recommencer pour aller encore plus loin. Et il n'y a aucune honte à repasser par la case formation si on pense en avoir besoin. Je trouve d'ailleurs que se former en continu, c'est vraiment une richesse de dingue pour évoluer encore plus vite. Je vous redonne un petit exemple perso. Quand je me suis lancée à mon compte, moi j'avais assez peu de connaissances sur l'entrepreneuriat. Tout ce qui était gestion de projet, gestion de produits, tout ça, l'organisation d'une manière générale, c'était mon métier d'avant. Donc j'ai envie de dire, ça me faisait pas peur, enfin voilà, j'étais assez à l'aise avec cette manière de travailler et que du coup j'utilise tous les jours aujourd'hui. Donc petite parenthèse, si vous changez de cap,
dites-vous bien que vos expériences d'avant vont vous servir tous les jours dans votre dans votre nouveau chemin. Mais en tout cas, comme je le disais, côté entrepreneuriat, j'avais pas énormément de connaissances. Alors même si je suis capable de faire des recherches, je suis capable de me documenter, je suis capable d'apprendre par moi-même. Et ça, c'est une qualité. Donc si vous êtes capable d'apprendre par vous-même, dites-vous que vous pouvez tout faire. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps d'aller faire des recherches, d'aller me documenter pour apprendre par moi-même les choses? Alors sur certains sujets, la réponse, elle est oui. Le montage du podcast, par exemple, j'en parlais dans l'épisode précédent, ça a été un vrai challenge pour moi, mais je l'ai fait, pour ainsi dire, quasiment seule. Je me suis pas formée en tout cas, je suis pas retournée sur les bancs de l'école pour ça, mais parce que c'était un choix raisonné de le faire. Donc si je reviens à l'entrepreneuriat, j'ai choisi de faire une formation pour justement pouvoir en apprendre beaucoup plus vite sur l'entrepreneuriat, sur comment on gère une entreprise. Et c'est le cas sur d'autres sujets en fait où je continue de me former parce que bah oui, c'est de l'investissement, mais mon temps c'est aussi de l'argent. Donc c'est un choix raisonnable à faire aussi. C'est des pour et des contre à mettre en perspective finalement pour apprendre plus vite. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de repasser par la case formation vraiment. Si vous ressentez que vous en avez besoin, si vous sentez que c'est l'impulsion dont vous avez besoin pour évoluer dans ce que vous faites, vraiment, allez-y, foncez. Et n'ayez pas peur non plus de passer par la case thérapie. Je parlais évidemment plus du côté pro, mais il y a le côté perso aussi. Si votre syndrome de l'imposteur, si votre stress, si votre anxiété, si votre peur de l'échec vous paralyse dans votre vie pro et perso, n'ayez pas peur de passer par cette case-là. C'est pas une honte. Je sais qu'on est dans une société où on a été, pour beaucoup de ma génération en tout cas, on a été bercé à base de les psys c'est pour les fous. Enfin, comme si c'était un problème finalement d'aller se faire accompagner vers son mieux-être pour aller mieux. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important à déconstruire pour justement pouvoir vous épanouir et justement ne pas ramer pendant des années et des années avec vos difficultés. Il y a vraiment des thérapeutes exceptionnels qui existent. Je vois tous les jours des personnes qui ont cette envie, cet élan de prendre soin d'eux, d'aller mieux, de pouvoir avancer dans leur vie, quel que soit le domaine. Et je vous assure que ça fonctionne. J'en suis la propre testeuse, on va dire, où oui, passer par cette case-là et y aller régulièrement quand on a des difficultés, et ben c'est ok. Et si vous le faites pas pour les autres, ne le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. Un autre point qui est important, c'est de célébrer toutes vos réussites. Pas que les grosses, mais vraiment toutes vos réussites. Si votre problématique, c'est je ne me sens pas capable de prendre un rendez-vous chez le médecin. Moi, s'il n'y a pas Doctolib, s'il n'y a pas les rendez-vous en ligne, je ne prends pas mon téléphone parce que je suis incapable de tenir une conversation, je ne suis pas capable de formuler correctement mon besoin, ma demande. Je bégaye, je raccroche. Alors je prends cet exemple-là du quotidien, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont paralysées à l'idée de passer un coup de fil pour prendre un rendez-vous chez le médecin, appeler pour commander une pizza. C'est quelque chose qui les terrorise et qui les met vraiment dans un inconfort. Donc je prends un exemple qui peut peut-être paraître banal, mais qui a vraiment un impact dans la vie de beaucoup de gens. Eh bien, célébrez-le le jour où vous y arrivez. Vraiment, il n'y a pas de petite victoire. C'est pas parce que c'est un sujet qui semble un petit peu banal pour beaucoup de personnes qu'il l'est. Si c'est important pour vous, eh bien, célébrez-le. Vraiment, c'est important. C'est important de marquer les événements qui sont importants pour vous.
et qui matérialise aussi vos réussites, vos succès, ce que vous êtes capable de faire. Et ça vous le montre que vous êtes capable. Un autre point, ce serait de passer à l'action, petit pas par petit pas, sans forcément se dire que vous allez envoyer bouler toute votre vie pour réaliser vos rêves. Et si vous le sentez, faites-le évidemment. Mais d'y aller petit pas par petit pas, de voilà, marquer vos réussites, regarder régulièrement dans le rétro, reconnaître que ce que vous faites, eh bien ça apporte quelque chose de positif. Ça, c'est des choses qui peuvent être de vrais moteurs pour avancer pour la suite et passer à l'action. J'ai des personnes qui ont peur de ne pas réussir leur projet professionnel, qui se posent mille et une questions, qui tardent à se lancer parce que, bah oui, mais tu comprends, il y a la sécurité financière, il y a la sécurité matérielle, c'est encore une fois hein, ce qui me pousse à ne pas le faire, à rester finalement assez stoïque et spectateur ou spectatrice de sa propre vie. C'est important d'y aller, de se lancer. Je prends souvent l'image du saut en parachute parce que c'est une sensation qui est unique, mais le fait de se lancer dans le vide, ça parlera à ceux qui ont déjà sauté. Ce saut dans le vide, ce saut dans l'inconnu, eh bien parfois vous vous rendez compte que ça vous donne des ailes de dingue et qu'encore une fois vous êtes capable et c'est des sensations qui sont incroyables et de fierté aussi, une fois que vous avez atterri et une fois que vous êtes lancé et une fois que vous êtes passé à l'action. Soyez fiers quand vous arrivez à le faire. Peu importe, encore une fois, si c'est pour une petite action ou pour quelque chose d'énorme, vous vous rendrez compte avec le temps, toujours avec mon histoire de rétro, dans lequel il faut regarder régulièrement qu'il y a des choses, vous allez vous rendre compte que vous vous en croyez pas capable et finalement que vous avez réussi avec brio. En tout cas, c'est important de prendre la responsabilité qui est la nôtre, d'agir sur notre propre bonheur, sur notre vie, sur notre destin et sur notre propre épanouissement. Alors, c'est une belle phrase dit comme ça, hein, c'est peut-être facile quand on est... Je sais, pour l'avoir vécu, à quel point on doit lutter, à quel point on doit travailler sur soi pour justement que tout ça nous porte plutôt que nous freine. Mais c'est quelque chose qui est important. Vous êtes responsable de ce que vous faites. Vous êtes responsable des décisions que vous prenez. Vous êtes responsable de celles que vous ne prenez pas. En tout cas, n'ayez pas peur de l'échec. S'il y a un truc qui peut éventuellement vous faire peur, c'est plutôt le regret. Alors, essayez de vous mettre dans la peau de la vieille personne que vous allez être quand vous aurez 80 ou 90 ans, que vous aurez peut-être, je vous le souhaite, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants qui vous poseront la question « Mais toi, papy, mais toi, mamie, tu faisais quoi dans la vie? C'était quoi tes rêves? C'était quoi qui t'animait? Qu'est-ce qui te rendait heureux ou heureuse? C'était quoi tes passions ?» Eh bien, essayez de vous mettre à la place de cette vieille personne que vous serez un jour et de vous poser la question de qu'est-ce qu'elle aimerait raconter à ses petits-enfants, cette personne-là, et de quoi elle serait fière. Et je vous assure que même si c'est un exercice qui est peut-être pas évident de visualisation, qui est peut-être pas simple à faire pour tout le monde, je vous invite vraiment à le faire, je vous invite même à écrire, pourquoi pas, ce que vous aimeriez transmettre, ce que vous aimeriez raconter. Et je vous assure que ça vous fera voir les choses avec un recul qui est un petit peu différent. Imaginez les montagnes d'aujourd'hui, de quoi elles auront l'air quand vous aurez 80 ans. De quoi elles auront l'air? Est-ce qu'elles seront finalement petites? Est-ce qu'elles seront restées énormes? Et qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans ce qui restera? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire autour du syndrome de l'imposteur. Quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes formidables qui peuvent vous accompagner pour vous aider à vous sortir de ce syndrome de l'imposteur.
à vous sortir de vos peurs et à les adoucir pour qu'elles ne soient plus des freins, mais qu'elles soient plutôt des moteurs pour votre bonheur. Je vous souhaite un bel été et je vous retrouve en septembre pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne incroyable, un nouveau parcours incroyable à découvrir. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Pause Pépite. J'espère qu'il vous a plu et merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez faire grandir ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez cet épisode au plus grand nombre. C'est de cette manière qu'il brillera encore plus fort. Merci encore et surtout, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause Pépite.